RCF. Bienvenue sur RCF Vendée, première radio chrétienne d'information et de proximité en Vendée. Ce soir, nous parlons de l'Europe à 10 jours des élections européennes. Élections européennes où on va élire le 26 mai. 79 députés, tous partis confondus, qui siégeront au Parlement à Bruxelles. Députés européens qui arbitreront des sujets aussi primordiaux que la politique agricole commune, l'immigration ou le réchauffement climatique. Pourtant, l'élection peine à mobiliser 45% d'abstention, c'est ce qui est prévu. Et il faut le dire, tout le monde, le scrutin paraît bien compliqué aux Français. 44 listes différentes, à chaque fois 79 candidats et des alliances entre partis qu'on a des fois du mal à comprendre. Justement, pour tout décrypter des institutions et de la politique européenne, on a fait appel à un spécialiste, un historien du droit, un politologue. Il enseigne à l'ICES à La Roche-sur-Yon, c'est Guillaume Bernard. Bonsoir Guillaume Bernard. Bonsoir. Vous avez dit dans une interview, personne ne gagnera les élections européennes. Vous prédisiez cela en vue du taux d'abstention qui s'annonce très important le 26 mai. Est-ce que l'offre politique, elle est insuffisante pour ces élections européennes, d'après vous ? Alors, à partir du moment où on envisage qu'il y ait 60% ou à peu près 60% d'abstention, c'est qu'à l'évidence, l'offre qui est présentée aux Français, ne les satisfait pas. Le taux d'abstention aux européennes est passé d'environ 40% en 1979 à 60% aujourd'hui. C'est bien le signe que, l'élection n'intéresse pas et que seule la présidentielle et au local, les municipales pour le maire, sont les élections qui mobilisent les électeurs. Et pourquoi il y a une telle abstention en règle générale de ces dernières élections européennes ? Comment ça se fait ? Parce que je crois que les Français sont un peu dégoûtés, du fonctionnement des institutions européennes et du rôle que les partis politiques et les hommes politiques français ont vis-à-vis d'eux et vis-à-vis des institutions. On se souvient évidemment du drame du référendum de 2005 où les Français avaient rejeté le traité établissant une constitution pour l'Europe, qui ensuite est revenu par la bande pour une grande partie, de ces dispositions avec le traité de Lisbonne de 2007 qui s'applique depuis 2009. Il y a cet élément-là. Ensuite, je crois qu'il y a une incompréhension du fonctionnement réel des institutions. Quel est le rôle véritable de la Commission, le rôle des États, le rôle du Parlement, peut-être, il y a un rejet, de ce qu'est devenu ou de ce qu'est l'Union européenne, c'est-à-dire qu'on a tous les inconvénients en interne d'un État fédéral, des contraintes, et en même temps, on n'a pas l'avantage d'un État fédéral, c'est-à-dire la puissance diplomatique, la puissance militaire. Donc, dans ces conditions, c'est à la fois un rejet de la classe politique et peut-être, effectivement, un certain dégoût, de l'Union européenne telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, ce qui ne veut pas dire que les Français soient anti-européens, parce que je crois qu'il faut bien distinguer le fait qu'il y ait une civilisation européenne, auquel les Français sont sûrement attachés, et puis les institutions de l'Union, dont on se dit que finalement, ça n'est pas vraiment la défense de l'Union, de l'Europe, civilisation qu'elle a en tête, mais beaucoup plus, le fonctionnement interne. C'est-à-dire que c'est le moyen qui est devenu une fin en soi, et de ce point de vue-là, c'est une certaine perversion intellectuelle que les Français ressentent, d'où, je le crois, le taux d'abstention important. Le fait que Emmanuel Macron, le président de la République, c'est pas le premier à le faire, mais s'oppose, il fait de cette élection une élection référendaire, pour ou contre lui. Est-ce que ça aussi, ça participe de la lassitude des Français ? Après 6 mois de gilets jaunes, je crois qu'il pouvait difficilement ne pas essayer quand même de redorer son blason et grâce à sa position centrale sur le spectre politique, essayer de rassembler, de réunir, tous les modérés de droite, de gauche contre, les contestataires, contre les anti-systèmes, voire peut-être même les hors-systèmes, parce que on le voit bien, les partis dits anti-systèmes, la France Insoumise ou le Rassemblement National ne font pas non plus des scores mirobolants et donc finalement les Français sont un peu dubitatifs vis-à-vis de ces partis-là, qui certes sont contestataires, mais finalement sont dans le système. C'est-à-dire que par rapport aux Gilets jaunes, les anti-systèmes, les partis anti-systèmes sont quand même eux-mêmes le système. Et donc il y a pas véritablement d'offre politique hors système, et c'est ce qui explique, je crois, l'abstention. Non, Macron, il ne pouvait pas faire autrement qu'essayer, je dirais, de se servir de cette élection où il sait que finalement ce sont les catégories socio-professionnelles les plus élevées qui vont se mobiliser. Et donc il espère effectivement que
l'électorat populaire s'abstienne et que donc cela affaiblisse les résultats de ces principaux concurrents de droite et de gauche. S'il y a un désamour entre les élections européennes et les Français peut-être, c'est qu'il y a aussi un problème, c'est le mode de scrutin. Sur ce point, j'aimerais qu'on puisse éclairer un petit peu nos auditeurs. En 2014, dernière élection européenne, on votait pour 8 listes régionales en fonction, en gros, de là où on habitait. En clair, les Vendéens votaient pour des personnes de la région et pour des Vendéens. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Une loi est venue changer ça. C'est la loi du 25 juin 2018. Elle établit que tous les partis ont une circonscription nationale et une liste unique, 79 candidats. Dans cette liste unique, qu'est-ce que ça change d'avoir une liste unique pour ces élections ? Alors d'abord, c'est un retour aux sources, parce qu'au départ, en 79 et jusque dans les années 90, il y avait une élection nationale. Ensuite, dans les années 2000, notamment, je dirais, pour affaiblir les partis contestataires, alors à gauche, c'était les Verts, à droite, c'était le Front National, eh bien, il y avait eu une transformation de l'élection avec des grandes régions, ce qui faisait que, eh bien, forcément, les partis qui n'avaient pas des résultats lisses au niveau national, au même niveau en fonction des régions, avaient normalement moins d'élus. Donc c'était une petite tambouille que, eh bien, Macron a supprimé. Essentiellement dans son intérêt personnel, parce que son parti, La République En Marche, n'a pas véritablement d'enracinement local pour l'instant. On le verra bien lors des prochaines élections. Ça sera un gros enjeu politique pour la reconstruction des forces et des partis. Si LREM arrive à avoir des enracinements, gagner des mairies, des départements, des régions, ce qui n'est pas encore le cas. Mais enfin, en tout cas, lui, il avait intérêt évidemment à avoir des listes nationales pour effectivement clarifier d'une certaine manière le choix des électeurs entre, disons, les trois gros blocs, celui de gauche, celui du centre et puis celui de la droite. Donc dans ces conditions, qu'est-ce que ça change ? Pour les électeurs, ça veut dire que il y a peut-être plus le sentiment, je dirais, d'envoyer des représentants de la France au Parlement européen plus que des représentants locaux. Et donc c'est peut-être quand même plus conforme à l'esprit des institutions, me semble-t-il, que des listes régionales. Est-ce que pour les Vendéens, les personnes qui ne s'intéressent pas forcément de très près à la politique, ça éloigne un petit peu plus les élections européennes ? Naturellement, et c'est d'ailleurs, je dirais, là on le constate avec toutes les élections, on l'a dit tout à l'heure, la présidentielle est considérée par les Français comme étant l'élection où les choix politiques sont pliés pour un certain temps, et puis à côté de cela, l'autre élection qui les mobilise, ce sont les élections municipales, parce que le maire, concrètement, il répare la route, il ouvre une crèche, etc. Et donc, on a le sentiment qu'il participe réellement au bien commun. Donc oui, une élection nationale qui n'est pas l'élection présidentielle, forcément, il y a un taux d'abstention plus important parce que on considère que c'est plus loin, plus lointain, moins directement, on est moins directement concerné. Alors, il faut quand même bien se rendre compte qu'il y a quand même, par le jeu de la primauté du droit communautaire sur les droits nationaux, de gros enjeux politiques. Donc ça n'est pas rien quand même. Et je crois que les Français feraient peut-être bien de s'intéresser un peu plus, je dirais, au programme, aux orientations politiques. Et puis, et ça je suppose que l'on va en parler tout à l'heure, la constitution des groupes au Parlement européen, parce que ça, évidemment, ça sera véritablement ce qui fera, je dirais, l'orientation du prochain Parlement. Guillaume Bernard, je rappelle que vous êtes historien du droit, politologue, vous enseignez à l'ICES à La Roche-sur-Yon. Ce mode de scrutin dont on parlait, avec une liste nationale par parti, elle a été faite en fait pour que les électeurs y voient plus clair, pour qu'il y ait moins de listes proposées au vote. Pourtant, on se retrouve aujourd'hui avec... on doit choisir entre, c'était 33, c'est 34 aujourd'hui, 34 listes différentes. Est-ce que ça, vous le regrettez ? Ça, c'est totalement ubuesque. Il est bien évident que déjà, lorsque l'on arrive avec une quinzaine de candidats à la présidentielle, ça ne permet pas véritablement de se rendre compte des vraies différences entre les candidats. Là, 34 listes, il est bien évident que cela brouille les repères. Pour autant, on peut penser que les 34 listes ne seront pas véritablement présentes dans les bureaux de vote le 26 mai prochain, encore que parce qu'elles n'auront pas eu les moyens financiers d'imprimer leurs bulletins. Naturellement, vous pouvez toujours imprimer par Internet les bulletins des listes en question, mais je crains que les gens ne le fassent pas véritablement. Non, je crois que ces partis politiques ou ces listes, elles essayent d'exister pour avoir une visibilité, pour profiter de la campagne officielle, en essayant d'émerger un petit peu, et donc du coup
d'essayer de capter un certain nombre de militants ou d'adhérents pour exister. Donc c'est moins le fait d'espérer d'avoir des élus, puisqu'il faut quand même faire 5% pour avoir des élus, et même de vrais partis politiques réels, ayant une vraie représentativité comme Debout la France de Nicolas Dupont-Aignan, ne sont même pas assurés de faire 5%. Le PS de Raphaël Glucksmann. Exactement. Et donc par conséquent, oui, il y aura très peu de listes qui auront véritablement des élus au soir du 26 mai. Oui, les sondages parlent de 5 ou 7 partis qui vont envoyer des députés à Bruxelles. Est-ce qu'en fait, on brouille pas l'élection européenne et on la fausse pas avec ces 34 listes? Parce qu'il y a des partis, je cite donc Une Europe au service des peuples, de l'Union des démocrates musulmans, ou alors l'Espéranto, la liste pour l'Espéranto. Est-ce que ça, c'est vraiment l'élection européenne? C'est compliqué votre question. Le communautarisme, qui se développe en France, écoutez, il n'y a pas de raison qu'il ne se manifeste pas, qu'il ne soit pas aussi illustré lors des élections politiques. Et donc la présence d'une liste musulmane ou islamiste c'est la 34e liste. Il est évident que ça, c'est quand même un signe de l'évolution sociologique du pays, et ça, c'est quelque chose de très important. Et le communautarisme est incontestablement un des éléments, je dirais, qui brise, ou qui contribue à briser la cohérence du lien social et de l'harmonie du corps social. Quant à la liste sur l'espéranto, honnêtement, je l'avais pas remarqué celle-là, mais là, je vois votre sagacité de journaliste qui pointe du doigt les choses un peu effectivement étonnantes. Non, là naturellement, en revanche, il est bien évident que faire une liste aux élections européennes sur un point aussi précis et aussi, je dirais, subalterne que cela, c'est bien sûr, de l'amusement. C'est pas le bon terme, mais enfin, je dirais, cela perturbe les repères. Il est bien évident que le scrutin à la proportionnelle intégrale à un tour, évidemment, favorise la présence d'un très grand nombre de listes, ce qui est assez dommage, si vous voulez. Ce qui pourrait favoriser véritablement la mobilisation des électeurs, ce serait peut-être la possibilité de leur offrir, mais ça, les partis politiques n'en veulent surtout pas, la possibilité pour les partis pour les électeurs, justement, de rayer des noms sur les listes, de changer l'ordre des noms sur les listes. Pourquoi pas même, comme c'est possible aux élections municipales, de panacher des listes et de reconstituer une liste? Parce que c'est vrai que non seulement il y a 34 listes, donc évidemment c'est pas simple, mais en outre, on est obligé, nous, quand je dis on, c'est nous, les électeurs, nous sommes tous obligés de choisir une liste dans son intégralité. 79 candidats. Je crois qu'il va y en avoir un peu moins parce que les Britanniques vont finalement voter. Oui. Là aussi, ça va perturber la constitution des groupes, ça va être intéressant. Mais enfin, en tout cas, on est obligé de prendre la liste telle que les partis nous la proposent. Or, il est bien évident qu'ils essayent de ratisser le plus large possible et que entre François-Xavier Bellamy, par exemple, et puis certains des personnes qui sont derrière lui sur la liste, il y a évidemment des divergences doctrinales qui ne sont absolument pas cohérentes. Bon, pareil pour tous les autres partis politiques. D'ailleurs, je prends cet exemple-là parce que sans doute Bellamy est un des rares qui a réussi à faire une campagne et à du coup à augmenter les résultats potentiels de sa liste. Mais donc on pense assez souvent à lui lorsqu'on parle de ces élections, puisque c'est une des nouveautés incontestables de ce scrutin. On est pieds et poings liés. La proportionnelle, ça a de gros avantages, ça permet la représentativité, mais ça a de gros inconvénients, c'est qu'on est pieds et poings liés, l'électeur est pieds et poings liés par rapport à ce que lui offrent les partis politiques. Guillaume Bernard, encore un mot pour bien comprendre ce scrutin des élections européennes, point crucial. Le 26 mai prochain, tous les partis qui auront passé la barre des 5%, vous l'avez dit, des suffrages, vont envoyer des députés à Bruxelles. Entre un parti qui aura fait 20% et un parti qui aura fait 5%, comment sont constitués les groupes européens ensuite? Eh bien, écoutez, en théorie, normalement, des partis qui se sont présentés séparément ne vont pas siéger dans les mêmes groupes. Théorie. En théorie. Maintenant, évidemment, il va y avoir plusieurs éléments qui vont jouer. D'abord, la présence des Britanniques. Oui, il va y avoir des Britanniques et beaucoup de souverainistes, de pro-Brexit, etc., qui vont être présents. Ensuite, il va y avoir les rapports de force entre les différentes structures. Je vous rappelle par exemple que même les conservateurs, qui sont pas forcément pro-Brexit pour tous, avaient déjà quitté le PPE, c'est-à-dire le groupe de la droite modérée. Au Parlement. Alors, pour dire les choses rapidement, il y a 5 grandes tendances au Parlement européen. L'extrême gauche, la gauche social-démocrate,
les centristes libéraux, la droite modérée, le PPE, et puis, disons, les différents groupes souverainistes. C'est les 5 grandes tendances. Or, avec les projections que l'on a, qui ont été publiées par la Commission européenne, on s'aperçoit qu'il n'y aura normalement, du fait du gonflement du groupe des souverainistes, des nationalistes, des eurosceptiques, des pro-Brexit, etc., il n'y aura pas de majorité au Parlement européen, sauf grande coalition unissant les sociodémocrates, la gauche modérée, les centristes libéraux et la droite modérée, le PPE. C'est-à-dire qu'on va se retrouver dans la possibilité que le prochain président de la Commission, c'est-à-dire l'exécutif européen, soit élu de concert par des députés de la liste de Glucksmann, de la liste de Loiseau, c'est-à-dire Macron, et de la liste Bellamy. Bellamy, Glucksmann et Loiseau élisant ensemble le prochain président de la Commission européenne. Alors là, ça brouille encore plus les repères. C'est sûr qu'évidemment, ça va pas faciliter, je dirais, la confiance des électeurs dans les prises de position politiques et dans dans la sincérité de nos hommes politiques. Ça, c'est extrêmement problématique. Qu'est-ce que ça dit du Parlement européen aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on se dit quand on s'intéresse de loin à la politique européenne? Qu'est-ce qu'on se dit du Parlement européen? Que c'est une institution qui n'a pas beaucoup de pouvoir, alors que pourtant c'est un Parlement qui, depuis un certain nombre de traités, disons depuis une vingtaine d'années, a de plus en plus de pouvoir, c'est-à-dire qu'auparavant il était finalement qu'un consultant, qu'un conseil pour le législatif, c'est-à-dire les ministres des différents États et l'exécutif qui était la Commission. Or, il est de plus en plus maintenant co-législateur avec la Commission. Mais ce qu'il faut bien faire, ce à quoi il faut bien faire attention, c'est que l'exécutif, c'est la Commission, et le véritable législatif, le cœur du législatif au niveau européen, c'est le Conseil des ministres, c'est-à-dire les exécutifs nationaux qui se réunissent et qui votent les textes, soit parce que eux-mêmes ont eu l'initiative de les penser, soit parce que la Commission les a proposés. Et le Parlement est donc à côté de ce Conseil des ministres, donc les différents exécutifs nationaux qui, au niveau européen, sont le législatif. Le Parlement est co-législateur avec, ce Conseil des ministres. Guillaume Bernard, on l'a dit pour ces élections européennes 2019, on a un record de liste 34, on s'attend à une abstention majeure, mais on ne parle pas des grands enjeux. Au fond, est-ce que on a, en gros, dans le paysage politique, ceux qui veulent sortir de l'Europe, les souverainistes qui veulent une Europe des États, on va dire, et les fédéralistes qui veulent plus de pouvoir pour l'Union européenne. Comment se compose le paysage politique français avec ça ? Écoutez, je crois que malheureusement, il manque une alternative qui est le fait de dire, à côté de on continue comme si de rien n'était, ou on casse tout, ou on essaye de réformer quelque chose qu'on a déjà essayé de réformer, à l'évidence ça ne fonctionne pas vraiment, il manque une offre politique qui est l'alternative, qui est de dire il faut continuer la construction européenne, mais la faire différemment, mais la faire autrement. Et pourquoi pas, effectivement, en s'appuyant sur d'autres institutions, quitte à reprendre évidemment des différents éléments qui existent déjà. Je crains justement malheureusement que l'offre politique, elle est aujourd'hui entièrement prise par, je dirais, les intérêts des partis politiques qui ont besoin soit en disant on rejette la construction, soit en disant on continue la construction, d'exister grâce à des élus qui auront des mandats, qui auront des revenus, qui auront des assistants parlementaires et qui, dans le fond, vivent de la politique. À mon sens, le seul moyen de réinvestir les Français dans l'enjeu européen, c'est de proposer une vision alternative de la construction européenne et non pas simplement de s'appuyer par rapport à ce qui existe déjà. Et c'est pas ce que essaye de faire François-Xavier Bellamy, tête de liste des Républicains, en proposant, en disant on reste dans l'Union européenne mais on modifie. Alors, je crains que malheureusement ces positions personnelles ne soient pas tout à fait partagées par le reste de son parti politique et des autres personnes qui sont sur sa liste. Disons que, en tout cas, il est certain qu'il essaye, et ça a été une des nouveautés intéressantes, d'innover, je dirais, dans le discours politique. Ça, c'est incontestable. Il a d'ailleurs fait une campagne assez efficace, puisque si on regarde les sondages d'il y a un an, LR était à 8%. Il est aujourd'hui à 15%, donc il a quasiment doublé le résultat. Et donc il est au-dessus, je dirais, de la barre symbolique des 12,8 que Nicolas Sarkozy avait fait en 99. S'il fait en dessous de 12,8,
Et c'est un échec pour lui. S'il fait plus de 12,8, c'est incontestablement un succès. Mais 15%, peut-être 17, peut-être 18. En tout cas, ça sera moins que les 21% de 2014. Pareil pour le Front National qui aujourd'hui pérore en disant, ben voilà, on est peut-être le premier parti, encore que bon, on sait pas trop parce qu'il y a des marges d'erreur dans les sondages, mais ils sont donnés à 22%. Or, ils ont fait 25% en 2014. Avec un taux d'abstention plus élevé et des pourcentages plus bas qu'en 2014, tous les partis politiques auront moins de voix qu'en 2014. Donc moi, je les sens tous se satisfaire le soir des élections en disant, bah voyez, on a fait plus que ce qu'on nous avait dit, mais avec un taux d'abstention record, ça sera un échec. C'est pour ça que vous avez eu la gentillesse de me citer au début de cette émission en disant oui, je pense que ce sera un échec pour tous les partis politiques, quels que soient les résultats, même si évidemment la place de LREM va devoir être regardée. Est-ce que LREM sera premier, sera deuxième, sera peut-être même, pourquoi pas troisième? Eh bien, là, évidemment, la légitimité d'Emmanuel Macron sera véritablement en jeu. Que doit-il faire si LREM est troisième des élections européennes? Alors là, je crois qu'il ne peut que normalement la logique serait soit de dissoudre l'Assemblée nationale, mais dans ce cas-là, on va droit à une cohabitation. Or, Mitterrand, je vous rappelle, avait gagné l'élection présidentielle de 88 après la cohabitation de 86-88. Donc, je ne comprends pas pourquoi les autres partis politiques lui suggèrent cela, parce que c'est à leur désavantage et à l'avantage d'Emmanuel Macron, ou alors c'est d'organiser une série de référendums sur un certain nombre de sujets graves sur lesquels les Français sont mobilisés, les questions de la sécurité, les questions des frontières, la question de l'identité, de l'immigration, etc. Ou pourquoi pas, mais alors là, je crains qu'il ait déjà fermé la porte à cela, c'est établir le référendum d'initiative populaire qui permettrait aux Français de s'auto-saisir de certaines questions. Mais je crois que malheureusement, tous nos hommes politiques, enfin la quasi-totalité de nos hommes politiques, ne croient pas du tout à la démocratie directe, parce que, encore une fois, c'est leur monopole, c'est dont ils vivent la politique, et ça, évidemment, ça les met dans une situation compliquée. Élections européennes, chers auditeurs, vous savez tout ou presque sur les institutions avant le vote des élections européennes le 26 mai prochain. Merci Guillaume Bernard d'être venu dans ces studios à RCF à côté de moi. Je rappelle que vous êtes historien du droit et politologue, vous enseignez à l'ICES à La Roche-sur-Yon. Bonne soirée à l'écoute de nos programmes.